BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques Julien Damon, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Notre bibliothécaire aujourd'hui Alexandra Paget qui reviendra sur le choc pétrolier de 1973. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux. Vous retrouvez maintenant sur Instagram, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, LinkedIn, YouTube, les extraits de l'émission, le programme détaillé. N'hésitez pas à nous faire part évidemment de vos commentaires. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Les crises géopolitiques sont redevenues la principale préoccupation des dirigeants économiques et politiques, des citoyens, et donc sont aujourd'hui la principale menace identifiée pour l'économie mondiale. Alors il y a bien sûr les gros conflits, l'Ukraine, Israël, mais pas seulement. La conflictualité en général a augmenté. Il y a des chiffres donnés par l'ACLED, notamment 27% en 2023, 1,7 milliard de personnes exposées à une forme de conflit armé lors de l'année écoulée. Alors comment expliquer cette conflictualité croissante? Y a-t-il des liens entre ces différents conflits? Quels sont les jeux des grandes puissances? Le clivage qui s'est creusé entre l'Occident et le reste du monde peut-il être comblé? Le rationnel l'emportera-t-il sur l'émotionnel? Réponse avec vous, Pascal Boniface. Vous êtes directeur fondateur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et vous publiez Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique aux éditions Erol. Et puis les batailles sont redevenues un enjeu majeur des guerres d'aujourd'hui qui n'ont plus rien de froide. Alors pour mieux comprendre l'évolution des doctrines, des armements, le rôle que jouent les batailles dans les bras de fer géopolitiques d'aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir, Thibaut Fouillet. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut de stratégie et de défense et vous avez dirigé un ouvrage collectif, La guerre au XXIe siècle, aux éditions du Rocher. Pascal Boniface, comment expliquez-vous cette augmentation de la conflictualité? Est-ce que c'est l'addition de conflits qui n'ont rien à voir entre eux, ou bien est-ce qu'il y a une logique quand même dans l'augmentation de cette conflictualité? Un peu les deux, mais le chiffre, c'est qu'il y a à la fois des conflits qui n'ont pas de relation, et en même temps, il y a une sorte d'ambiance générale. On a parlé d'épidémie de coup d'État, on pourrait parler d'épidémie de guerre, de vague plutôt, c'est plus juste comme mot, parce qu'effectivement, l'absence de contrôle, les grandes puissances ne contrôlent plus vraiment la situation, et donc la guerre redevient, et puis une fois qu'on fait la guerre, s'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la situation est moins contrôlée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et donc l'Azerbaïdjan se rue dans la brèche, plus bien sûr ce qui vient de se passer entre le Hamas et Israël. Donc des conflits mal éteints qui reprennent, des conflits qui démarrent, et surtout en fait un manque de gouvernance. La communauté internationale est incapable de mettre fin aux nombreux conflits, et il y a le retour de la guerre interétatique entre la Russie et l'Ukraine et la poursuite de conflits intra-étatiques un peu partout dans le monde. Alors, vous dites manque de gouvernance et presque manque aussi de, pas de compétences, mais au moins d'analyse, puisque vous dites c'est impossible aujourd'hui en matière géopolitique de ne pas être dans l'émotion. Oui, c'est ce que vous appelez le campisme. Oui. Vous dites en fait la géopolitique aujourd'hui, la diplomatie, c'est un peu devenu choisis ton camp camarade et au détriment finalement de l'analyse et des calculs d'intérêt. Alors en fait, l'analyse et les calculs d'intérêt, ils sont assez simples quand la guerre est loin, parce qu'on n'est pas en cause. Ouais. Mais si la guerre est proche, parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous nous sommes sentis concernés. Parce qu'il y a la peur qui s'est installée en Europe. Quand la guerre n'est pas plus loin, il y a des guerres qui ne sont à la même distance kilométrique, mais qui nous paraissent avoir moins d'effet sur nous. Là, on peut plus avoir du rationnel. Bien sûr, sur la guerre russo-ukrainienne, du fait de l'horreur, du fait des crimes de guerre, du fait que c'est une guerre qui est télévisée, que l'on a montré sur tous les écrans et en permanence. Et donc, effectivement, l'émotion saisit et on va dire « Ah non, c'est pas possible », etc. Et effectivement, on sort un peu du cadre rationnel pour aller dans un stade émotionnel. Alors, vous dites le conflit est à nos portes, et alors effectivement, c'est là qu'on est, nous, occidentaux et européens,
confronté de plein fouet avec ce qui est le quotidien de la diplomatie, qui est l'espèce de conflit finalement qu'il y a entre les valeurs et les intérêts. Oui, et vous voyez bien dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on met en avant les valeurs. Parce que les intérêts, c'est pas bien. On a du mal à dire qu'on a des intérêts. C'est ramené quand même, c'est Machiavel, c'est pas moral. Or, en fait, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a des intérêts. Et on a d'ailleurs moins de chances d'être pris en contradiction si on met en avant nos intérêts que si on met en avant nos valeurs. Parce que les valeurs, on les utilise très souvent à géométrie variable. Regardez, l'actualité met sur le même plan ou dans la même séquence le conflit israélo-palestinien et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On n'applique pas les mêmes principes sur l'acquisition de territoire par la force, sur le bombardement de populations civiles. Si on avait dit nous avons intérêt à ce que l'Ukraine reste indépendante et nous allons arrêter l'agression russe parce que c'est notre intérêt de le faire, eh bien, et en fait, dans le Sud, vous avez évoqué dans votre propos introductif cette coupure entre l'Ouest et le reste, entre l'Ouest, le monde occidental et le reste du monde. En fait, le reste du monde, ce qui nous reproche, c'est pas tellement nos valeurs, c'est dire quand c'est une guerre qui vous concerne, il faut que tout le monde s'en occupe, mais quand c'est une guerre qui est chez nous, en fait, soit c'est vous qui l'avez apporté et on en souffre, soit ce n'est pas vous qui l'avez apporté et on doit s'en débrouiller et tout le monde est aux abonnés absents. Donc c'est un peu cela. Et en fait, je suis pour la réhabilitation des intérêts. Soyons francs, disons que nous avons des intérêts. Quand, par exemple, on a dit que nous n'avions pas d'intérêt au Mali, les gens ne l'ont pas cru. Notamment les Africains ont dit s'ils disent ça, c'est que justement ils veulent cacher quelque chose. Et ça s'est retourné contre nous. Donc non, ce n'est pas tabou de dire qu'on a des intérêts, ce n'est pas un gros mot, disons-le franchement. Et les intérêts, c'est pas forcément... La réelle politique a été salie par des abus, mais la réelle politique, c'est pas forcément des crimes de guerre. C'est pas forcément des gens qui torturent des opposants dans la prison. C'est juste prendre en compte de façon réaliste les rapports de force pour ne pas se tromper. Et ça, on n'est plus capable de le faire, Pascal Boniface. De moins en moins, regardez, Poutine s'est trompé s'il a été plus réel politicien, ce qu'il a été pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Poutine était réel politicien. Il a avancé, il a défendu les intérêts de la Russie. Là, il a eu une réaction émotionnelle par rapport à l'Ukraine en disant « c'est à nous, l'Ukraine ne peut pas nous échapper ». Et il s'est lancé dans une guerre dont il n'avait pas les moyens et qui va, bien sûr, qui fait souffrir immédiatement l'Ukraine, avec ses crimes de guerre, avec ses horreurs, mais qui va faire souffrir la Russie, qui l'a fait déjà souffrir, parce que la Russie va sortir affaiblie de cet épisode guerrier le jour où il prendra fin. Alors, ce qui est nouveau, Pascal Boniface, vous avez commencé à l'évoquer, c'est que nous, l'Occident, avons longtemps cru que ce qu'on appelait nos valeurs universelles, en fait, étaient des valeurs qui étaient partagées par tout le monde. On se rend compte que non seulement il y a énormément d'endroits dans le monde où nos valeurs ne sont pas partagées, ce sont d'autres valeurs qui prévalent, mais qu'en plus, pour la première fois, ceux qui défendent ces valeurs ont les moyens de les exprimer et de nous contredire, en fait. Et de ne pas accepter, effectivement, ils disent arrêtez avec votre morale, vous la faites toujours à la géométrie variable et nous avons nos propres valeurs. Pourquoi voulez-vous l'imposer par la force ? Et donc on ne peut plus, à chaque fois qu'on a voulu imposer, moi je suis pour la démocratie, mais quand on a voulu imposer par la force la démocratie, ça a échoué systématiquement. Donc la démocratie souhaite un processus interne de construction. Il faut aider les opposants, il faut aider la société civile, mais imposer par le haut une démocratie, c'est un backlash. Regardez, on a parlé d'une épidémie de coups d'État. C'est en fait une suite de coups d'État parce que la démocratie n'était pas réellement installée. C'est pas tellement l'échec de la démocratie, c'était les fausses démocraties qui ont été renversées par ces nouveaux pouvoirs militaires. Est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui sont à la hauteur, Pascal Boniface ? Est-ce que à Washington, est-ce que à Pékin, à Moscou, est-ce que à Kiev, est-ce que en Israël, est-ce que les gens qui ont les manettes aujourd'hui sont des gens à qui on peut faire confiance ? Écoutez, moins ou plus qu'avant. Je préférais Rabin à Netanyahou. Et on peut penser que Nixon, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, il a quand même mis fin à la guerre au Vietnam, il a fait la détente avec l'Union soviétique. Peut-être qu'il employait moins le mot de morale, mais peut-être qu'il a été plus efficace que ne l'était Trump ou Biden, qui semblent quand même avoir des difficultés. Donc je crois que surtout, c'est plus que ce n'est pas à moi de juger de la qualité des dirigeants, et bien sûr, mais en fait, je pense qu'il y a une course au court terme et que les perspectives de long terme ont été mises de côté, notamment dans les démocraties, parce que il faut aller vite, il y a des sondages, il y a des pressions, il y a les élections fut-elles partielles du lendemain, et donc c'est un peu la faiblesse des démocraties, qui sont fortes par ailleurs, mais si les démocraties sacrifient au court terme par rapport aux intérêts de long terme, elles sont en difficulté. Alors, on voit qu'on a des grands mouvements tectoniques qui sont à l'œuvre en matière géopolitique.
la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette montée, cette accumulation de conflits de plus en plus fréquents, est-ce que ça va devenir notre lot commun, ou bien est-ce qu'on est en transition vers de nouveaux grands équilibres qui vont ramener une forme de stabilité? Oui, on est en transition avec, je vois 3 clivages principaux. Le premier, c'est Russie, monde occidental. Il y a une coupure. Il faut monter à Staline pour avoir aussi peu de relations entre Moscou et le monde occidental. La deuxième, c'est le monde occidental contre le reste. Alors, c'est une sorte de magma un peu informe. Mais en tout cas, ils n'ont pas de projet commun. Mais ils ont un rejet commun, c'est la domination occidentale. Ils n'en veulent plus. Et ils ont, comme vous l'avez dit, les moyens de ne plus la vouloir. Auparavant, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient la subir. En fait, ils sont passés de l'indépendance à la souveraineté, ces pays du Sud. Et puis, c'est là, selon comment il sera géré, on peut aller vers le mieux ou vers le pire. C'est ce grand duel Chine-États-Unis, qui est un duel pour les valeurs, mais pour l'intérêt. Là aussi, l'intérêt, c'est qui sera le numéro 1, qui sera la première puissance mondiale. Alors, derrière ça, on met des valeurs, démocratie, etc., pour habiller. Mais le vrai problème de la Chine pour les États-Unis, c'est pas qu'elle soit pas démocratique, elle ne l'a jamais été, ça ne les gênait pas auparavant. Le vrai problème, c'est qu'elle les rattrape économiquement et qu'elle est passée de 10% du PIB américain en 2001, quand elle adhère à l'OMC, à 75% aujourd'hui. Alors, on voit bien, Pascal Boniface, que se dessine d'une certaine façon quand même un monde à nouveau bipolaire entre ce grand bloc chinois, ce grand bloc américain. Mais est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle guerre froide ou tiède qui s'annonce nous mène vers un monde plus ou moins instable que l'ancien monde États-Unis, Union soviétique? Alors en réalité, il n'y a pas vraiment un bloc derrière la Chine. Il y a un bloc, il y a un bloc occidental derrière les États-Unis. À nous de savoir, nous Européens, si nous les rejoignons dans leur croisade anti-chinoise ou si nous disons non, attention, nous avons des intérêts propres à faire valoir à l'égard de la Chine. Mais la Chine, elle est à la tête d'un club, peut-être, les BRICS, elle séduit de nombreux pays par son efficacité économique, même si elle est mise en cause, mais il n'y a pas une alliance au sens que l'on connaît traditionnellement. Par contre, et là vous touchez un point essentiel, de la façon dont Pékin et Washington sauront gérer leurs relations. Est-ce qu'ils vont gérer leurs relations comme Brejnev, Nixon et Kissinger géraient leurs relations? Pour dire qu'il faut faire attention, que les conflits périphériques ne montent pas jusqu'à nous, qu'il faut gérer ça, nous avons des intérêts communs et que ces conflits justement ne s'étendent pas. Eh bien, les choses iront peut-être vers le mieux. Mais s'ils disent, je vais mettre de l'huile sur le feu parce que ça va gêner mon rival et finalement le chaos va me bénéficier, là, on peut se diriger vers des situations extrêmement pénibles. On ne comprend pas très bien ce que veulent les États-Unis aujourd'hui. Rester la puissance numéro 1, rester la puissance numéro 1 et ne pas être concurrencé par la Chine parce qu'ils estiment qu'ils sont la puissance numéro 1, qu'ils le sont depuis 1945 et qu'ils méritent de l'être. Alors que la Chine ne mérite pas de l'être parce qu'ils ont une destinée manifeste et pas la Chine. Est-ce que l'Europe n'est pas la grande perdante de toute la séquence qu'on vient de vivre? Complètement. Le président Macron avait dit en novembre 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Tout le monde a peur de la Russie, tout le monde se réfugie derrière les États-Unis. Et le grand débat à faire, c'est est-ce que cette peur de la Russie va nous conduire à adopter une politique anti-chinoise sous l'égide des États-Unis ou à définir notre propre politique avec la Chine? C'est un enjeu essentiel. Et dans lequel on va se retrouver confronté à ce dilemme entre valeurs et intérêts. Une fois de plus, dilemme que les Européens ne gèrent pas forcément très très bien. Thibaut Fouillet, on en vient avec vous quand même à ce qui est un des éléments majeurs de ce début du XXIe siècle, qui est quand même le retour de la guerre à haute intensité. Et vous dites c'est une vraie rupture avec ce qu'on appelait les OPEX, les années précédentes, ou avec ces opérations extérieures de moindre envergure. Non, on ne peut pas comprendre finalement la conflictualité moderne si on ne prend pas en compte cette montée des vrais conflits et du retour des champs de bataille. Oui, et le mot très important que vous dites, c'est le retour. En fait, on doit réapprendre ce qu'on a désappris parce qu'il y avait, et ça a été très bien décrit par Pascal Boniface, cette problématique de l'universalisation des valeurs. Les années 90 jusqu'au début des années 2000, il n'y a plus vraiment de guerre. C'est des opérations de maintien de la paix. C'est en fait des opérations militaires de police internationale, etc. Et ça en dit long. Ça veut dire qu'en fait, on désapprend progressivement à faire la guerre de haute intensité, parce que la menace principale a disparu, ce bloc soviétique. Et donc, on rentre dans des opérations lointaines, avec moins d'enjeux politiques, moins aussi de besoins en termes tactiques et opérationnels, parce que ça ne veut pas dire que c'était pas dur, ces conflits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des pertes, des problématiques, mais on avait un confort opérationnel.
la suprématie aérienne, la suprématie technologique, et surtout moins de problématiques de masse. On était dans la logique du corps expéditionnaire. Quand forcément des divisions face à des divisions s'affrontent, eh bien, on a besoin de réapprendre ce qu'on a désappris, malheureusement. Oui, puis il y avait cette idée que finalement, la victoire militaire n'apportait pas grand-chose pour trouver des solutions politiques dans ces conflits modernes. Exactement, et c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait peur de la tactique et de la tacticisation. C'est le mot très fort de Kilcullen qui disait le caporal stratégique. C'est-à-dire que l'enjeu est tellement politique, c'est toute la guerre de contre-insurrection, arriver à avoir le cœur et les esprits, convaincre politiquement, chercher la reconstruction, qu'en fait, on avait presque peur de l'action militaire parce qu'on avait peur de l'image, du dommage collatéral qui pouvait nuire à l'opération. Donc, en fait, on avait peur finalement de faire la guerre ou de faire les opérations, puisque le prisme était uniquement politique et stratégique. Ça ne veut pas dire que les deux doivent être séparés, au contraire, il faut retrouver ce lien, et la guerre de haute intensité nous oblige à le retrouver, malheureusement de manière brutale. Quelles leçons vous tirez des conflits de haute intensité qui sont survenus depuis 20 ans? Vous les analysez dans le livre, vous parlez de la Syrie, de la Géorgie, du Haut-Karabakh, de la guerre en Ukraine, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ces événements comme leçon, et qu'est-ce que nous apprend la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que change la guerre en Ukraine? Alors, il y a trois familles de leçons qui pour moi sont essentielles. La première, c'est en effet ce retour de la haute intensité, mais sous une logique de masse et de quoi faire de la masse. C'est-à-dire que ça nous réapprend que il faut un nombre de soldats, il faut un nombre de matériel, il faut des chaînes logistiques. En fait, on réapprend ce qu'est un engagement majeur, ce que ça doit coûter et malheureusement ce que ça coûte en vie humaine, en matériel, en mobilisation de l'économie. Le deuxième point très important, c'est que c'est la fin du confort opérationnel et donc c'est le retour de l'interdiction. Et c'est un phénomène qui a des incidences majeures dans les doctrines occidentales ou même plus globalement dans les doctrines des grandes puissances. Ça interroge aussi la Chine, ça a interrogé à leur défaut la Russie. C'était cette logique de suprématie aérienne. On peut faire des guerres courtes on a la technologie, on a le nombre, donc forcément, avec des frappes ciblées, avec un effet de masse, on va surprendre l'adversaire. Et en réalité, on rend la guerre quantitative. On enlève le côté qualitatif, le côté incertitude. Ça, c'est la deuxième grande leçon. Et la troisième grande leçon, c'est en termes tactiques, ce retour du blocage tactique. Si justement on n'arrive pas à faire cette guerre majeure, on se retrouve dans une guerre qui n'avance pas, malgré la transparence du champ de bataille, malgré la technologie. Et en fait, à la fin, on retrouve la base des guerres majeures, la logistique. Moi, c'est ça qui m'a frappé aussi dans votre livre, c'est que on se dit, la façon dont on faisait la guerre au début de la guerre, quasiment avec des pierres, et puis après on est passé au mousquet, etc. Puis alors les canons, après les avions, après l'électronique, les drones, etc. Et on se dit, tout ça, ça a dû changer radicalement la façon de faire la guerre. Et vous dites, non, pas tant que ça en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va changer les effets, la destruction, la rapidité, mais on oublie souvent que des technologies de rupture, vraiment de rupture, il y en a très peu. La dernière en date, c'est le nucléaire. Oui, c'est une vraie technologie de rupture parce qu'elle change la conduite de la guerre. On a été obligé de réinventer des rapports, la dissuasion nucléaire, etc. etc. Mais sinon, oui, on fait la guerre avec des ordinateurs, on voit mieux le champ de bataille, mais l'adversaire aussi. Donc, on a des nouvelles opportunités, on a aussi des nouvelles limites. Et à la fin, si tout ça s'équilibre, on redécouvre que le soldat doit s'enterrer, c'est la tranchée, que défensivement, on fait des bunkers. Et en fait, on réapprend. Et ça nous renvoie aux heures des grandes guerres mondiales, rompre le front, la ligne logistique, alors, etc. Justement, qu'est-ce qui aujourd'hui fait la supériorité d'une armée sur une autre? C'est sa maîtrise opérationnelle. Alors c'est un vaste mot, mais c'est-à-dire la juste l'intendance en fait. Oui, et puis en fait l'intendance suivra, c'est l'expression la plus bête qu'on ait jamais inventée. L'intendance, elle précède finalement. Elle précède et même elle formate. C'est-à-dire que vous ne pouvez faire que ce que votre intendance fera. Et on l'a très bien vu avec l'assistance militaire internationale, notamment occidentale au profit de l'Ukraine. Vous livrez un matériel, mais ce qui compte, c'est pas tant de le livrer, c'est d'assurer son maintien dans la durée, son nombre de munitions, etc., etc. Cette capacité à durer, à vous mobiliser. Donc oui, elle ne suit pas, mais en fait, elle formate, elle conditionne. En réalité, ce qui fait la supériorité, c'est soit, et c'est le pari occidental, c'est notamment le pari américain avec toutes les doctrines aujourd'hui qui doivent lier les domaines entre eux, la guerre mosaïque, etc. C'est de dire soit en fait on arrive à trouver les moyens pour, dans une opération initiale, c'est la réinvention de la Blitzkrieg, dans une opération initiale on sidère l'adversaire, on a gagné. Soit vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, et si vous n'avez pas préparé votre logistique, etc., vous vous retrouvez comme les Russes en Ukraine, à devoir sur le tas, avec des pertes matérielles et humaines considérables, devoir vous adapter. Vous dites quand même, le champ de bataille privilégié des affrontements modernes,
c'est les milieux urbains. Oui. C'est la ville. Bien sûr. Bien sûr, pour deux raisons principales. On le voit aujourd'hui avec Gaza, mais on l'a vu avec Bakhmout, avec Mariupol. C'est très favorable aux défenseurs. Donc, du moment que l'un va être en situation d'infériorité, c'était écrit dans la doctrine ukrainienne dès 2020 et 2021, on va fortifier les zones urbaines parce que ça ralentira l'adversaire. Et puis surtout, M. Boniface en parlera beaucoup mieux que moi, parce que la concentration du monde fait qu'on va vers les mégalopoles, vers les villes. C'est un phénomène très ancien, mais aujourd'hui, si vous contrôlez toute la campagne environnante, mais pas les principales villes, avec ce que ça implique de nœuds de communication, de centralité politique, de centralité économique et industrielle, vous contrôlez finalement pas grand-chose. Quel est le bon équilibre aujourd'hui dans une armée entre l'homme et la technologie ? On voit que une des raisons pour lesquelles Israël a été surpris par le Hamas, c'est que finalement, même en Israël, on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait trop confiance à la technologie pour assurer notre défense ? Si, tout à fait. Et en fait, c'est le même rapport, ça tombe bien, on est à la librairie de l'écho, le même rapport qu'il doit y avoir dans une entreprise entre les machines, la technologie et à côté de ça, les bureaux recherche et développement, l'ouvrier, etc. C'est le même rapport. C'est finalement la même division du travail, avec dans les armées une problématique qui est la tendance à la technicisation, la tendance à, c'est la Wunderwaffe, donc l'arme exceptionnelle, l'arme qui va changer, l'arme de rupture, qui va nous apporter la victoire. Et donc on a cette tendance, en fait, cet effet de ciseau entre la permanence de la technicisation, de la volonté de technologie de rupture, alors aujourd'hui le cyber, l'IA, le drone, et la permanence des leçons opérationnelles. Et donc l'équilibre, il doit être trouvé, mais c'est pas simple et ça implique à l'heure actuelle de repenser tout le format des armées finalement. Alors, compte tenu de tout ce que vous avez finalement, de tout ce que vous savez sur ces armées, je vous pose un peu la même question qu'à Pascal Boniface. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on rentre dans un monde où la conflictualité va rester élevée pendant très longtemps ? C'est un nouveau régime géopolitique de croisière. Ou bien est-ce que vous pensez qu'on va aussi aller vers une transition qui nous permettra d'atteindre un nouvel équilibre plus calme, plus pacifique ? Alors je m'inscris exactement dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça va dépendre de la volonté ou du moins de l'action et de l'espérance de gain et d'intérêt des grandes puissances. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la conflictualité aura tendance à être plus complexe ou du moins plus difficile à mener, même pour les grandes puissances, parce qu'on a une dissémination des capacités. Quand on voit par exemple ce que l'Azerbaïdjan est capable de faire en termes de maîtrise, d'utilisation des drones, de frappe dans la profondeur, etc., avec des matériels qui semblaient, il y a encore une dizaine d'années, être l'apanage des grandes puissances, les drones HAL, MAL, le Reaper par exemple, où la France disait, bon, on va en commander quelques-uns. Toutes ces technologies-là, elles se disséminent, donc vous avez un nivellement par le bas, les petites puissances sont désormais plus capables ou potentiellement plus capables, les grandes puissances potentiellement moins capables, donc en tout cas, il y aura pour ces petites puissances une espérance de gain supplémentaire, un intérêt supplémentaire. On voit les actions en 3 ans de l'Azerbaïdjan, ça montre quand même qu'ils ont foi dans leur puissance, donc ils ont la possibilité, peut se servir de cette puissance militaire, donc ça donne peut-être plus voix à des conflits limités, et ça donne par contre peut-être plus de retenue à certaines grandes puissances, notamment les États-Unis, tout le débat qui est autour de la Chine, se disent, on gagnera peut-être moins facilement la guerre, on va peut-être pas la faire. Alors, dans tous les livres, et c'est ça qui est passionnant, il y a des chapitres, mesdames et messieurs, que vous ne comprenez pas. Et donc, mais vous pressentez que c'est important. Et donc, je vous pose la question. Vous avez un chapitre qui concerne ce que vous appelez le combat multimilieu, multichamp. De Philippe Gros, oui. Ça me passionne, mais je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Expliquez-nous. Alors, très simplement, c'est censé être la nouvelle phase de la guerre, c'est la nouvelle doctrine. Les Américains ont commencé à théoriser ça 2012, 2014, sur le premier document. C'est de dire, on avait, au départ, l'interarme, donc par exemple, au niveau terrestre, l'artillerie, la cavalerie qui se soutiennent. Ensuite, on a eu l'interarmée. Puis, ce que les Américains, avec le début de la connectivité, années 90-2000, le Joint Operation, donc en fait, c'est l'interarmée plus, on va dire. On intègre d'autres composantes et on va plus vite. L'armée de terre, l'aviation, la marine. Un peu de spatial, etc. Et là, maintenant, multimilieu, multichamp. Alors, c'est le vocable français. Les Américains parlent de Joint All Domain Operation, donc tous les domaines, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire là, on prend tout. On intègre aussi le cyber, le spatial, tout ça fédéré par des architectures numériques qui doivent lier tout ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'étape supplémentaire. Et au lieu de penser en termes de capacité, c'est-à-dire pour reproduire, un effet de frappe dans la profondeur, il faut tant de canons, on va penser en termes d'effet. Donc on ne va pas dire il nous faut tant de canons, il nous faut tant de matériel qui font de l'effet, que ce soit un tir de frégate de la marine, un tir de canon, l'avion. Ce qu'il faut, c'est concentrer au bon moment l'effet et ensuite tout de suite se diluer pour ne pas être détruit par l'adversaire.
Voilà. Eh ben, c'était passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pascal Boniface. Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique. Le sous-titre est important aussi, hein, à contre-courant des analyses émotionnelles. Tout à fait. C'est chez Erol. Et puis la guerre au XXIe siècle. Le retour de la bataille, ouvrage collectif passionnant sous la direction de Thibaut Fouillet. C'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.